Voilà, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous voir nombreux pour cette nuit de la science à l'UBS. Donc en fait, ce qu'on va vous proposer là ce soir, c'est une immersion dans le monde marin, dans le monde subaquatique sous l'eau. Et donc pour cela, on va vous présenter, alors comme vous pouvez le voir, hein, je ne suis pas toute seule, je suis avec Louane, Valentine, Iliona, Côme, Maëlle, Marie et Martin. Et donc, on va vous présenter un petit peu le lien justement entre la plongée et le sport, parce que si vous avez vu un petit peu ces plongeurs-là, quand on se met à leur place, on est peut-être quelques dizaines de mètres de profondeur, on commence à avoir une lumière qui s'affaiblit, on commence à ressentir le froid, et puis surtout, on commence à rencontrer des bestioles, des bêtes géniales, des animaux géniaux, et du coup, c'est vrai que là, on peut avoir le rythme cardiaque qui s'emballe, et donc on peut se dire que ça va être sportif, n'est-ce pas? Donc du coup, on va voir ce lien entre la plongée et le sport. Alors, tout d'abord, la plongée, pourquoi on en parle? Parce que la plongée, on en fait à l'UBS. Effectivement, c'est une option qu'on va proposer dans le cadre d'un cours que l'on appelle la biorestauration des habitats marins. On propose cette unité d'enseignement aux licences 3e année de biologie générale. On va également parler de plongée sous-marine en recherche, puisque dans mon laboratoire, donc le LBCM, un laboratoire de biotechnologie et chimie marine, on a un collègue en fait qui mène un projet qui s'appelle le réseau Alien Grand Ouest, où en fait on va plonger. On va faire également appel à des plongeurs de loisirs pour en fait suivre des espèces que l'on appelle des espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire ce sont des espèces qui viennent d'ailleurs et qui vont venir en Bretagne s'installer et donc peut-être prendre la place d'espèces locales. Donc c'est pour ça que le suivi en plongée sous-marine est très important. Et je vais laisser maintenant la parole à Côme qui va vous présenter l'association étudiante La Palme Verte. Donc voilà, le bureau de cette association qui est là. Et je te laisse la parole pour présenter vos activités. Merci. Donc bonsoir à tous. Donc nous on est effectivement tout le bureau de l'association La Palme Verte qui est présent ce soir pour assister à Anne-Sophie dans la conférence. Donc nous on est présent depuis bientôt 20 ans sur le campus de Toanic. On a été créé en 2005 par des étudiants en 3e année et on est justement sur le campus pour ouvrir ce monde de la plongée sous-marine et de l'écologie marine aux étudiants. Donc ça passe par plusieurs actions. Donc vous avez ici des photos. Donc juste ici vous avez une photo de groupe qui a été prise pendant une soirée biomarine qu'on a réalisée justement encore une fois avec Anne-Sophie et les 3e années de licence. On avait réussi à récolter 200 € pour l'association Best Run, qui est une association réunionnaise qui va agir contre la pollution dans l'océan Indien. Et on organise aussi des sorties d'écologie marine comme des clean walks. Vous avez une photo juste à droite qui a été prise en janvier dernier pendant une clean walk qu'on avait organisée avec Surfrider et Initiative Océane. Et justement à ce propos, on revient nous hier d'une clean walk qui a été organisée sur la plage de l'Angle à Séné. On organise aussi des sorties qui sont un peu plus scientifiques, comme des prélèvements de plancton sur l'estran. On organise aussi des sorties ornithologiques. On va observer et compter des espèces d'oiseaux dans les marais du Golfe à des moments donnés de l'année. Et on organise aussi des sorties en plongée, justement, comme en juin dernier avec le club de la Ria d'Etel. On avait réussi à faire passer aux étudiants 6 baptêmes de plongée et 2 plongées loisirs. Donc pour commencer la conférence, du coup, je vais vous passer la parole à Marie, qui va un peu vous introduire du coup à comment on a organisé cette conférence. Alors nous, on s'est posé la question de si la plongée était un sport et on a voulu élargir la question en partageant un formulaire d'une dizaine de questions qui allie le sport et la plongée. Et donc on l'a partagé au niveau de la fac, on a eu 368 réponses. Et donc la plupart des répondants, donc on a une majorité avec 63% de 18-30 ans. On a également 14% de 31-45 ans. Et après, sinon, c'est des chiffres un peu plus bas. Ça s'explique globalement par le fait qu'on l'ait partagé au niveau de l'université et qu'il y ait surtout du coup des étudiants qui aient répondu. Donc on a aussi posé la question de s'ils avaient un lien avec la plongée. Donc on a 22% des personnes qui ont répondu qui n'ont pas de lien avec la plongée, 29% qui pratiquent la plongée, et on a surtout 35% qui ne pratiquent pas la plongée, mais qui sont attirés et aimeraient essayer.
Donc après, il faut tout de même ne pas faire de généralité avec nos chiffres, puisque c'est un sondage avec un petit échantillon et qu'on l'a envoyé surtout au niveau de l'université, et donc que le public est quand même proche de la mer et connaît la plongée. Donc on va pouvoir commencer avec la première question qu'on a posée dans le formulaire. C'était pour savoir si les personnes pensaient que la plongée sous-marine était considérée comme un sport. Et donc on voit que quand même il y a 88% de personnes qui ont répondu que oui, et ils ont raison. Et donc justement, Anne-Sophie va vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que dans le monde des plongeurs, on dit souvent que la plongée, c'est un sport de feignants. Mais en fait, bon, c'est pas vrai, hein, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que je me suis quand même posé la question. Et donc, j'ai commencé par la base. Je suis allée voir dans un dictionnaire la définition du sport. Donc, la définition du sport, c'est quoi? C'est une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles. En fait, la plongée, c'est ça. Alors, effectivement, il n'y a pas forcément un sens du jeu, mais par contre, ça nécessite un effort à fournir et surtout un respect des règles. Et donc, la plongée sous-marine fait partie d'une fédération française que l'on appelle la Fédération française études et sports sous-marins. Et dans cette fédération, en fait, il y a plusieurs activités, on va dire, subaquatiques, sous l'eau, notamment une quinzaine d'activités, donc dont la plongée scientifique. Mais on retrouve également l'apnée, ou aussi on a la plongée sportive en piscine. Et parmi ces 15 activités, en fait, il y en a quand même 7 où on va avoir de la compétition. Donc là, on va avoir du sens du jeu avec des records, un championnat de France, des championnats mondiaux. Donc voilà, donc c'est un sport dans une fédération. Et alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le droit, mais il faut savoir que la plongée subaquatique, ou la plongée sous-marine, elle est inscrite et réglementée dans le code du sport. Donc ça confirme le fait que c'est considéré comme un sport au niveau national. Et si on rentre un petit peu dans le détail de l'extrait du code mentionnant l'activité de la plongée sous-marine, en fait, tous les extraits mentionnent l'aspect réglementaire, encore une fois de plus, pour en fait la sécurité de la plongée. Donc en fait, la plongée, on ne peut pas faire ça n'importe comment, il faut fournir de l'effort et il faut surtout sécuriser l'activité. Donc on va voir pourquoi avec Maëlle. Mais avant... Donc justement, maintenant qu'on sait que la plongée c'est un sport, on va vouloir savoir s'il y a des conditions physiques particulières qui sont requises pour pratiquer la plongée. Et on voit quand même que du coup 75% de personnes ont répondu que oui. Et Maëlle va vous expliquer pourquoi. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de 2 contraintes physiologiques dues à la pression hyperbare. Mais qu'est-ce que la pression hyperbare? C'est un milieu qui est différent de la pression atmosphérique. C'est-à-dire, c'est un milieu où il y a plus de pression. Les 2 contraintes physiologiques principales sont, par exemple, une augmentation du volume sanguin au niveau du tronc, et qui exclut les périphéries, ainsi que une vasoconstriction au niveau périphérique des vaisseaux sanguins due au froid. Cela induit aussi une augmentation de la pression artérielle. Pour compenser cela, les reins fonctionnent plus et libèrent de l'eau et du sodium. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la compression des gaz. Comme vous pouvez le voir à l'atmosphère, la compression des gaz ne sont pas très compressés, donc n'ont pas trop d'influence sur la cavité cardiaque. Comme vous pouvez le voir en dessous, plus nous augmentons la pression, plus les gaz sont compressés dans les poumons. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à la surpression pulmonaire qui, lors de la remontée, faire des bons paliers et respirer, car si on remonte trop vite sans respirer, les gaz augmentent de volume et peuvent rompre les alvéoles pulmonaires. Il y a aussi la dissolution des gaz dans le sang. Il y a beaucoup d'azote dans les bouteilles. Et si cet azote est dissous dans le plasma, il peut y avoir des accidents de décompression comme la narcose, qui est une maladie d'ivresse des profondeurs qui agit sur le système nerveux et qui peut permettre d'avoir des comportements un peu dangereux parfois. C'est pour ça qu'on plonge souvent à 2, à minimum, et qu'on fait bien attention à faire des paliers de décompression pour éviter justement les accidents, pour éliminer l'azote qui est présent dans le plasma. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un peu les risques que présente le milieu dans lequel se déroule la plongée, on va justement s'intéresser à savoir s'il y a des contre-indications pour faire de la plongée. Et donc on voit que 88 personnes, encore une fois, 2 personnes ont répondu que oui, et ils ont raison. Et Martin va vous expliquer pourquoi.
Alors, il y a plusieurs contre-indications pour la plongée. Et donc, le premier organe qui va être touché par la profondeur et les barotraumatismes, ça va être l'oreille. Et plus particulièrement, l'oreille interne et l'oreille moyenne, avec la trompe d'Eustache et le tympan. Donc, la trompe d'Eustache, c'est un petit canal d'environ 3 mm de diamètre qui, en profondeur, va avoir son air se densifier et donc va tirer sur les parois aux alentours, y compris le tympan. Donc la première contre-indication qu'on peut retrouver en plongée, c'est l'otite, que ce soit pour un passage de niveau ou un baptême de plongée, puisque la pression à terme, le non-équilibrage de la pression de l'oreille peut perforer le tympan. Et donc pour ça, il y a une manœuvre en plongée qui est très connue, qui s'appelle la manœuvre de Valsalva, qui consiste à équilibrer la pression des oreilles en se pinçant le nez et en expirant par ce dernier pour équilibrer la pression des oreilles. Donc toujours dans les problèmes ORL qu'on peut rencontrer en plongée, on a aussi le rhume ou la sinusite, donc avec les sinus frontaux et maxillaires qui peuvent être bouchés en cas de rhume et donc provoquer de vives douleurs en profondeur. Ensuite, on va avoir les pathologies qui nécessitent l'avis d'un spécialiste et qui sont assez fréquentes. Donc, par exemple, l'asthme. Donc, lors d'une crise d'asthme, la personne asthmatique va avoir ses bronches contractées. Et donc, en profondeur, les bronches vont être contractées, mais aussi la pression de l'eau va densifier l'air, et donc ça va rendre l'effort respiratoire extrêmement important pour la personne asthmatique si elle fait une crise en plongée. Et donc à terme, ça peut entraîner un risque de noyade. Mais ça dépend des gens, parce que l'asthme est plus ou moins grave en fonction des personnes, et donc ça nécessite l'avis d'un spécialiste. C'est un peu le même cas de figure pour le diabète, parce que les personnes diabétiques sont sous traitement d'insuline, et donc on sait qu'en plongée, les plongeurs ont un déficit calorique de 25%, et donc ça peut entraîner une hypoglycémie en profondeur, et donc un évanouissement dans l'eau, et à terme une noyade. Mais encore une fois, ça dépend de si c'est un diabète de type 1 ou de type 2, et ça dépend aussi de la fréquence de prise d'insuline par le patient. Et enfin, on avait un cas que je trouve intéressant, qui est le cas des femmes enceintes. Donc justement, Anne-Sophie m'avait envoyé une étude sur les femmes enceintes et la plongée, donc par une scientifique qui s'appelle Bérangère Molina. Et donc elle fait des sondages pour les femmes enceintes qui ont déjà plongé, pour savoir leur ressenti après la plongée, savoir si elles ont fait des échographies après la plongée, pour voir s'il n'y avait eu aucune conséquence sur le fœtus. Mais on n'a pas encore des résultats précis pour cette étude, parce que ça reviendrait aussi à faire du mal au fœtus pour obtenir le résultat d'expérience. Donc il faut dire que le certificat médical pour le passage de niveau en plongée est vraiment à prendre au sérieux. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu à l'équipement qui est nécessaire pour faire de la plongée. Et donc pour ça, on a posé quelques questions dans le formulaire aussi. Et donc la première, c'était justement de savoir à peu près quel poids fait un équipement complet de plongée, avec bouteille pleine, détendeur, gilet, etc. Et donc on voit quand même qu'il y a quand même la moitié des répondants qui étaient au courant que ça pèse quand même plus de 15 kg l'équipement complet de plongée. Donc on va vous présenter un petit peu cet équipement. Donc en termes d'équipement pour la plongée, évidemment, on va retrouver la combinaison, le masque, les palmes, classiquement. Mais quand on parle de plongée en bouteille, bah, évidemment, il nous faut une bouteille. Donc la bouteille, elle contient de l'air comprimé ou des mélanges de gaz. Ça, on en parlera juste après. Relié à cette bouteille, on va avoir un détendeur. Donc le détendeur, il permet de respirer l'air qu'il y a dans la bouteille. Et on a également le manomètre qui permet de donner la quantité de pression d'air qu'il y a dans la bouteille. Et c'est un élément de sécurité fondamental en plongée. Ensuite, on a aussi besoin d'un lestage. Donc on va avoir besoin de ceinture de plomb et aussi d'un gilet stabilisateur qu'on gonfle ou qu'on dégonfle en fonction de la profondeur que l'on souhaite atteindre. Et enfin, on a besoin aussi d'éventuellement un ordinateur de plongée. Donc c'est un peu comme une montre. Ça, c'est pour les gens qui plongent assez profond, au-delà du niveau 1, et qui vont nous donner des informations sur la profondeur, les paliers de décompression, la durée de la plongée. Donc c'est des éléments de sécurité assez importants.
Donc s'il y en a qui veulent tester un peu le poids de l'équipement, il y a un équipement en démonstration là juste à l'entrée, donc vous pouvez mesurer un petit peu le poids de tout cet équipement. Et donc maintenant, on va s'intéresser justement à qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces bouteilles afin de respirer sous l'eau. Et généralement, on met donc du coup de l'air qui correspond du coup à 70% d'oxygène et 60% d'azote et 21% de l'oxygène. Donc, concernant la plongée récréative qui va aller jusqu'à 40 mètres, on utilise principalement donc de l'air comprimé. C'est un peu comme l'air qu'on respire finalement, donc de l'oxygène et de l'azote. Ensuite, pour la plongée technique, on va utiliser du nitrox, donc de 40 à 45 mètres. Le nitrox, on va avoir plus d'oxygène que l'air comprimé. Donc ça, c'est pour éviter la narcose à l'azote. Ensuite, on a le trimix. Donc là, le trimix, ça va être au-delà de 60 mètres. Et là, on va avoir un mélange de 3 gaz, de l'oxygène, de l'hélium et de l'azote. Et donc, on a également moins d'azote pour toujours éviter cette narcose. Et enfin, pour la plongée au-delà de 100 mètres, là, on va utiliser un mélange assez spécifique, c'est l'héliox. Donc là, on n'a plus d'azote, mais on utilise uniquement de l'hélium et de l'oxygène. Et donc maintenant, on va s'intéresser s'il y en a qui sont intéressés justement pour tenter l'expérience de la plongée. Et il y a quand même 70% des répondants qui sont intéressés justement pour débuter dans ce milieu. Et donc on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut pratiquer la plongée en France. Aujourd'hui, près de 340 000 personnes ont succombé au plaisir de la plongée. On retrouve 55 000 personnes hors structure, 155 000 moniteurs pro ainsi que 160 licenciés au sein de la FFESM, qui est la fédération française que nous a présentée Anne-Sophie. On peut ici retrouver 2089 clubs associatifs qui sont représentés sur la carte par des points bleus et quelques clubs privés qu'on représente ici par les points rouges et verts. De plus, pour devenir professionnel, on peut utiliser la structure qui s'appelle la ANMP, qui est l'Association nationale des moniteurs de plongée, qui permet de devenir moniteur pro grâce à des diplômes qui sont délivrés là-bas. Mais on peut retrouver d'autres métiers qui sont tout aussi importants dans nos profondeurs, dans les profondeurs. On retrouve les scaphandriers qui sont des soudeurs en bas, on a aussi nos plombiers sous-marins. On retrouve aussi des corps de l'armée tels que des gendarmes ou encore des démineurs plongeurs. Mais aussi les moniteurs présentés, les sapeurs-pompiers et marins-pompiers qui sont nécessaires en cas d'accident. On retrouve aussi les aquaculteurs, les photographes, caméramans et les biologistes qui sont quand même très importants. Et tous ces plongeurs ont une seule chose en commun, c'est le CAH, qui est le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, qui se décompose sous différents niveaux en fonction de la profession et qui permet de plonger en toute sécurité. Donc pour les Vannetais, si vous voulez vous orienter vers la plongée, vous avez le club des Vénettes, qui est un club associatif qui se trouve à Vannes. Et vous avez aussi les clubs type plonge et H2O qui se trouvent dans le golfe du Morbihan. Et pour finir, du coup, on va s'intéresser aux expéditions remarquables en plongée sous-marine, à quelques records qui ont été atteints. Et pour ça, du coup, je vais donner la parole à Eliana. Donc, pour commencer avec les expéditions, on va commencer par les expéditions de la Calypso, qui est un ancien bateau de pêche qui a été réhabilité par le commandant Cousteau pour devenir un vrai laboratoire flottant. Avec son équipe, ils ont sillonné les mers et les océans du globe pendant la seconde partie du XXe siècle afin de réaliser des plongées et d'étudier les fonds marins. Ensuite, on peut parler des expéditions menées par la fondation Gombessa, qui a été fondée par Laurent Balesta, comme par exemple l'expédition Gombessa 4 qui a permis de ramener des images du plus grand rassemblement de requins en Polynésie française en 2017, ce qui a permis de donner des images au film 700 requins dans la nuit. C'était les images que vous voyez au tout début de la présentation. Il y a aussi eu l'expédition Gombessa 5 en 2019 qui est aussi appelée Planète Méditerranée, où une équipe de plongeurs et de scientifiques ont vécu pendant un mois à 120 mètres de profondeur.
Sur la même lignée, on a aussi l'habitat sous-marin Tectite 2 qui est un petit peu plus vieux, ça date des années 70 et c'est la première fois qu'une équipe de plongeuses entièrement féminine a vécu en autonomie pendant 2 semaines à 15 mètres de profondeur, donc pour réaliser des petites plongées et étudier les fonds marins. Et enfin, on a la fondation Under the Pole qui a été fondée par Ghislain et Emmanuel Bardou en 2008. Ils réalisent avec plusieurs équipiers des expéditions autour du globe en voilier. Et par exemple, l'expédition Under the Pole 2 entre 2014 et 2015 a été réalisée au Groenland et a permis d'étudier la plongée en conditions extrêmes. Donc c'était au Groenland, il fait plutôt froid. Et d'étudier par exemple des espèces endémiques comme le requin du Groenland. Et c'est des Bretons? Oui, ils sont à Concarneau. Et pour finir, côté record, le record de plongée en bouteille est détenu par Ahmed Gabre, qui en 2014 est descendu à un peu plus de 332 mètres. Pour réaliser cet exploit, il lui a fallu plus de 60 bouteilles d'oxygène, donc avec des mélanges particuliers qui vous ont été expliqués avant, pour plonger à une telle profondeur. Le record de plongée en apnée est détenu par un Français, Arnaud Gérald, qui en 2023 a battu son record personnel en plongeant à plus de 122 mètres de profondeur. Enfin, le record de plongée en submersible cette fois est détenu par Victor Vescovo en 2019. Il est descendu à moins 10 928 mètres, donc dans la fosse des Mariannes. Et c'est assez triste parce que quand il est remonté, il a dit qu'il avait pu observer là-bas un sac en plastique. Donc c'est quand même assez dommage de se dire que l'homme arrive à laisser des traces de sa pollution jusqu'au point le plus profond de la mer. Pour faire un petit côté sport, l'équipe française de hockey subaquatique féminine est championne du monde en 2023 et malheureusement au cours du même championnat l'équipe masculine a perdu son titre de champion, mais la France est plutôt pas mal du coup en hockey subaquatique et en tir subaquatique et en rugby. Des championnats sont aussi organisés et les fédérations sont plutôt actives aussi en France. Voilà, merci de votre attention.